Bonjour. Ariel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un podcast un peu spécial parce qu'en fait, dimanche soir, il est très tard. En plus, on se les pèle parce qu'on n'avait pas prévu de filmer. Et du coup, le studio est très, très, très froid. Donc, vous allez nous pardonner nos tenues vestimentaires. C'est que la bonne volonté qui nous anime. Avant de recevoir Ariel qui va pouvoir nous raconter des choses passionnantes sur son job, je rappelle simplement que la chaîne Allo Tatalolo, ATL, est dédiée aux plus jeunes d'entre nous qui sont en voie d'orientation ou de réorientation professionnelle. Elle a pour objectif de vous présenter un maximum de jobs, de métiers, entre des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les métiers artistiques et artisanaux. Le but de cette chaîne, le premier but, c'est quand même de créer des crushs professionnels entre vous et les métiers de nos invités. Mmh. Voilà, c'est ça notre première vocation, on va dire. Alors, je laisse tout de suite la parole à Ariel, qui a plein de choses passionnantes à nous raconter. Ariel, la question traditionnelle, qui es-tu et que fais-tu de beau sur cette planète? Je précise avant qu'elle enchaîne que Ariel, je la connais, j'ai travaillé avec elle, et que c'est grâce à Ariel que nous avons eu le passage de Charlie Namani, le chef à domicile, qui nous a régalé et bien fait rire, et qu'on salue au passage. Merci Laurence pour ton invitation, parce que je suis ravie d'être là ce soir. C'est nous. Moi, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Alors, ça peut sembler être du charabia, mais ce sont les deux titres dont je dispose après 5 ans d'études fastidieuses. Et donc, voilà, aujourd'hui, je travaille en cabinet libéral. Ça fait 3 ans maintenant déjà. Je passe le plus clair de mon temps donc, dans ce cabinet où je reçois des adultes, parfois des familles, souvent des couples, du matin à la fin de journée, 4 jours par semaine. Voilà mon métier et je l'adore. Il faut dire que je le fais vraiment par vocation et avec beaucoup d'amour et c'est la seule chose que j'envisageais de faire. J'aime beaucoup de choses dans la vie, mais c'est vraiment le métier que j'avais envie d'exercer et je ne regrette pas du tout. Génial de t'entendre dire ça. Donc, c'est ce qu'on appelle communément une vocation en ce qui te C'est concerne. ça. Alors, sachant que cette chaîne a comme vocation pour la chaîne de faire du crush pro, c'est-à-dire un peu l'inverse de la vocation. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de recevoir des gens qui ont eu la chance d'avoir une vocation, ce qui est le cas d'Ariel. Alors, juste pour le plaisir, dis-nous quand est-ce que ça t'a pris la première fois, cette histoire? Alors, la première fois que ça m'a pris, j'avais 12 ans environ et c'est parce que moi-même, j'ai été consulter un psychologue à ce moment-là pour une petite période de vie qui demandait un accompagnement. Et en fait, j'ai trouvé absolument magique le fait qu'on puisse trouver quelqu'un qui est absolument disposé à nous entendre dans ce qu'on est, qui nous redonne confiance parfois sans même le vouloir, qui nous accompagne dans une période de vie qui peut être compliquée. Mais surtout, c'était pas tant cette psychologue qui a été extraordinaire que ce qui s'est passé entre nous, puisque dans la relation, j'ai pu constater qu'en fait, ça me redonnait vie. À ce moment-là, j'en avais besoin. Et c'est comme ça que ça m'a tapé dans le cœur, on peut dire ça comme ça, et que je me suis dit, ce métier-là, il est magique. Alors, je me suis pas dit immédiatement que c'est ce que j'allais faire 100% sûr, mais je me suis dit, ce métier-là, quand même, je garde les yeux dessus, on va dire. Et puis ensuite, ça a cheminé petit à petit. Si je dois être tout à fait honnête, l'année de la terminale, j'avais envie de prendre un chemin, entre guillemets, un peu plus droit. D'ailleurs, je me prédestinais au droit. D'accord. Donc, un métier droit pour faire quelque chose de plus classique, de plus attendu peut-être. Mais j'avais quand même toujours dans la tête cette idée que c'était ça qui m'avait tapé dans le cœur, que j'avais quelque chose à faire là-dedans. Et finalement, ça s'est fait un petit peu comme un passage à l'acte. Voilà, c'est Oui. vraiment à propos. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, à l'époque, c'était APB, donc Ouais. admission post-bac. C'était il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'avais mis en premier choix le droit, des études de langue, des choses un peu variées comme ça, parce que j'avais toujours entendu autour de la psycho beaucoup de craintes, le fait que c'était un métier bouché, en fait, qui ne donnait pas beaucoup de possibilités à la fin du diplôme, avec de longues études, mal rémunérées, enfin plein de choses qui peuvent faire peur et ne pas inciter les jeunes à 17-18 ans au sortir du lycée à se lancer dans ces études-là pour aller vers ce métier, parce que c'est vrai qu'en dehors du métier de psychologue, en fait, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on peut faire avec la psycho, et à vrai dire, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je crois que c'est la seule chose qu'on peut réellement faire avec de la psycho, c'est devenir psychologue. Bon, j'estime que ça sert toujours d'avoir fait des études de Bien psycho. sûr. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
passage à l'acte de dernière minute, je change l'ordre de tous mes vœux et je fais basculer la psychologie qui me faisait de l'œil depuis tant de temps en première position. D'accord, À un mois, d'accord. à un mois de la fermeture définitive des admissions post-bac. On appelle ça une envie, hein, Oui, on peut dire ça comme profonde, a ça. priori. Ouais, ouais. Alors, comme on reçoit, c'est une position, c'est une volonté de notre part, je vous l'avais dit, beaucoup les métiers du médical, de la santé, du bien-être, derrière de l'éducation et de la protection civile, ce sont des priorités sur cette chaîne, et bien sûr tous les autres métiers, mais ceux-ci en priorité, et on commence à recevoir pas mal de psychologues, hein, on va dire entre guillemets de tout poil. Je vais profiter de la présence d'Ariel qui a une cartographie très, très claire des choses pour qu'elle vous explique justement, avant qu'on aille plus loin, la différence entre les différents psychologues. Sachant que toi, tu as choisi l'option pathologie de l'adulte. Oui, Voilà, alors, donc elle va nous expliquer tout ça. effectivement, merci Laurence de poser cette question parce que c'est vrai que c'est une des premières questions qu'on me pose quand on vient me consulter au cabinet. Finalement, est-ce que je suis bien au bon endroit, entre guillemets? Bien sûr. Et donc, je fais toujours un petit topo aux patients qui viennent la première fois pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'en fait aller consulter un psy parce que psy, on ne sait plus aujourd'hui si ça désigne psychiatre, psychologue, psychothérapeute, Psychanalyste, psychanalyste, praticien en psychologie, enfin psychoprate, thérapeute tellement. Gestalt, Oui, enfin, il y en en a fait, beaucoup, hein. aujourd'hui, on est dans une disposition où on ne sait plus de qui on parle quand on parle des psys. Et ce qui est important à dire, c'est qu'en réalité, il n'y en a que 3 qui sont encadrés, reconnus par l'État, quelque chose on va dire, de très conséquent sur le plan universitaire. C'est soit le titre de psychiatre, donc médecin psychiatre, qui est passé par la médecine, qui a fait grand minimum 8 ans d'études, au grand minimum, si ce n'est 10, 12 ans, Oui, tout à fait. avec une spécialité en psychiatrie, auquel cas, ben voilà, il est médecin psychiatre et on peut dire de lui qu'il est psy. Il est psy et qu'il Voilà, a un droit d'ordonnance. de prescription. De De prescription, c'est très prescription important ça. médicale, donc il a le droit de vous faire une ordonnance de médicaments, Voilà, ce que effectivement. le psychologue ne fait pas. Non, pas du tout. On n'est pas médecin. Le deuxième titre, effectivement, c'est celui de psychologue, mais bon, il n'y a pas de classement entre ces différents psys, mais le titre de psychologue, c'est un titre universitaire qui s'obtient en ayant validé une licence, c'est-à-dire 3 ans, bac plus 3, puis un master, donc bac plus 5, spécialisé en psychologie. Après, il y a tout un tas de spécialités dans la psychologie, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais donc le psychologue a effectivement un titre certifié qui est issu de 5 ans de pratique et d'études approfondies à l'université. Le psychothérapeute, en réalité, c'est un peu le même principe, sauf que ça ne se fait pas forcément à l'université, mais c'est aussi un titre protégé depuis pas bien longtemps. Je crois que c'est assez récent qu'il a été encadré, mais donc ne peut se dire psychothérapeute que la personne qui a réellement choisi et suivi une formation de psychothérapeute qui est au minimum de 4 ans. En fait, ce qui compte pour ces 3 titres-là et ce qui leur donne, entre guillemets, l'accès au titre, c'est la pratique clinique qui est pour les 3 conséquente, très conséquente, avec de nombreuses heures de stage encadrées, avec un tutorat en fait. Et donc des mémoires de recherche, des mémoires de pratique. Donc il y a un réel travail qui est effectué autour de ces choses-là. Pour tous les autres titres voilà, qu'on entend, psychanalyste, psychopraticien, en fait ce sont des choses qui ne sont pas encadrées donc, et ce sont des titres qui ne sont pas protégés, donc n'importe qui peut se revendiquer. C'est le problème. Voilà, et donc effectivement, il y a quelques formations très sérieuses. Il y a des psychanalystes qui sont absolument excellents, qui ont suivi un cursus, des années et des années d'analyse, de supervision, etc., etc. Mais le fait est que voilà, demain, je peux m'autoproclamer psychanalyste. Vous pouvez vous autoproclamer psychanalyste sans jamais avoir fait l'expérience de l'accompagnement psychologique ni aucune connaissance en psychopathologie pour pouvoir discerner un petit peu les situations les unes des autres. Et donc, c'est un petit peu ce qui se joue autour de ces titres-là. C'est la difficulté que ça nous pose, c'est qu'en fait, il peut ne pas y avoir de formation derrière. Donc voilà, pour pouvoir vous repérer un petit peu, retenez que la garantie, entre guillemets, que vous amène le titre de psychiatre, de psychothérapeute ou de psychologue, c'est la conséquence de sa formation universitaire. Voilà, donc c'est important qu'on précise un peu tout ça. Ouais. Alors, une fois que cet éclaircissement est fait, on va se pencher sur ce que tu fais au quotidien. Alors, pour que tout le monde puisse bien nous comprendre, ceux qui sont profanes, entre guillemets, parce que c'est toujours des fois une sorte de jargon et on ne veut pas tomber là-dedans,
Ariel va nous raconter les différents types de, on va dire non pas de cas, mais le spectre des interventions qu'elle a ou qu'elle a déjà rencontrées au cours de ces 5 années d'expérience en milieu hospitalier de jour, je crois, et puis depuis en cabinet libéral. Alors, il y a eu plein de choses, c'était plus vaste que ça. Mais alors, pour vous faire un petit topo de mon parcours, effectivement, donc moi, j'ai commencé la psychologie en licence 1, au top départ, entre guillemets, au sortir de mon bac. Donc, j'avais à ce moment-là 18 ans et je m'apprêtais à faire 5 ans d'études qui me paraissaient monstrueusement longues. Mais ça a commencé comme ça. Premières années, simplement l'enseignement universitaire, puisque c'est généralement comme ça que ça se passe, L1, L2, sans forcément avoir de stage jusqu'à la fin de la licence. Et en licence 3, moi, à la base, je m'apprêtais à surtout travailler avec les enfants en protection de l'enfance. C'était ce qui me faisait envie à ce moment-là. Et finalement, par des ricochets de la vie, des aléas comme on en connaît tous, mon stage a été annulé. Et D'accord. j'ai atterri comme ça, on peut vraiment dire ça comme ça, en psychiatrie adulte. Alors, j'étais tétanisée parce que c'était vraiment le domaine dans lequel je ne souhaitais pas aller. Et c'est le domaine qu'on nous oblige à expérimenter, la psychiatrie, mais au cours du master. Donc moi, je me suis dit, la licence, à peine en licence 3, commencer par ça pour un premier stage, quand même, c'est pas fastoche. Et puis, c'est le grand redoutable, quoi. C'est vraiment le truc qu'on redoute le plus au cours du parcours, à part quand vraiment on adore ça de base, mais c'est plutôt rare. Et donc, ça a été mon entrée, entre guillemets, dans la pratique, dans la pratique clinique. J'ai commencé par la psychiatrie adulte et en fait, j'ai adoré être en psychiatrie adulte. Ça a été une vraie révélation pour moi. J'étais à l'époque en stage avec un psychiatre. Donc j'ai fait mon premier stage avec un psychiatre et pas avec un psychologue. D'accord. Ça a été le seul à se porter, voilà, parce que c'est compliqué en licence 3. Ça, c'est rare, hein, ouais, ça, c'est compliqué de trouver un stage. C'est ce qu'on appelle un stage d'observation qui est trop court pour être intéressant pour les professionnels en place qui sont censés nous encadrer et en même temps déjà trop long au goût de certains autres. Donc voilà, ce psychiatre s'est porté volontaire pour être mon tuteur au cours de cette année-là. D'accord. Et en fait, il m'a vraiment fait découvrir ce que c'était que la psychiatrie adulte. Bon, c'était dans le cadre d'un centre médico-psychologique, donc un CMP. Ouais. Donc, consultation avec des patients. Et j'ai vraiment adoré ce que j'y ai découvert. Et j'ai décidé de ne faire que ça. D'accord. Donc, voilà. Comme quoi, En fait, voilà, parfois, les mauvaises surprises sont en fait très agréables. Il s'avère que j'ai vraiment j'ai trouvé mon compte dans cette pratique-là, que du coup, j'ai changé mes projets. Fou, ça. Et donc, je me suis orientée vers un Master 2, un Master 1 puis 2, de psychologie clinique et psychopathologie de l'adulte, d'orientation psychanalytique parce que c'est ce que j'aimais, donc l'aspect de la psychanalyse qui vient enrichir un petit peu la compréhension des choses. C'était pas de la psychanalyse pure et dure, mais on s'appuyait beaucoup dessus pour essayer d'entendre certains phénomènes de la vie psychique qu'on peut rencontrer. Et voilà, donc je me suis spécialisée là-dedans. Et en fin de parcours, j'ai voulu aussi voir un petit peu autre chose. Donc j'ai été en centre d'accueil de jour pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson et leurs aidants, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent intervenir autour d'elles pour les maintenir en vie, pour leur apporter du soin, de l'amour. Voilà, donc quelque chose qui est extrêmement d'actualité parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent au domicile du fils, de la fille. Voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Et les aimants. Les aidants, les aimants, les aidés. Et pour les aider. Donc voilà, c'est un petit peu ça a été mon parcours. Et à l'issue de ça, c'était un contexte particulier parce que c'était le moment du Covid. J'ai mis un peu plus que 5 ans à faire mes études finalement. Hein. J'ai pris des années sabbatiques. J'ai rajouté aussi 1 an pour ne faire que du stage. Du stage parce que je me suis dit, mais comment finalement, après seulement 5 ans d'études, et puis qui passent très vite en fait, mine de rien. C'est ça le grand paradoxe, c'est que quand on les commence, on se dit, mais ça va être interminable. Ouais, mais c'est passionnant, donc c'est pour ça que tu dis que ça passe vite. C'est passionnant, et en même temps, c'est la moindre des choses que de faire 5 ans pour derrière recevoir des problématiques qui peuvent être lourdes, difficiles à entendre, à accompagner, pour aussi s'ajuster, parce que c'est quand même hyper important dans ce métier-là de savoir s'ajuster à la personne qu'on a en face de nous, à sa famille, à son entourage, etc., pour pouvoir l'accompagner au mieux.
Donc, en fait, je me suis dit, mais 5 ans, c'est pas assez. Il faut rajouter un petit peu de rab. Oui, tu Et t'es donc, renforcée sur je quelque me suis chose. renforcée sur pas mal de choses. J'ai pu me dédier vraiment à un stage très long la dernière année où voilà, je n'ai fait que ça et c'était absolument passionnant. C'était Et où c'était ça, un ton contexte, alors je stage? peux pas dire le nom des structures, Alors, on dit pas, il n'y a pas de mais problème, mais c'était quelle c'était structure? alors c'est ce qu'on Quel appelle un type? hôpital de jour. D'accord. Ça fait partie des institutions psychiatriques, Ok. donc ils reçoivent des patients qui ont des troubles pathologiques qui ont été diagnostiqués à un moment donné, parfois qui sont passés par des hospitalisations plus lourdes, mais l'hôpital de jour a cela de particulier qu'en fait les patients ne dorment pas sur place et c'est pas forcément des lieux dans lesquels il va y avoir un dispositif médical. Parfois D'accord. oui, parfois non. D'accord. Mais donc, il y a une équipe pluridisciplinaire qui est en place. Généralement, on propose beaucoup d'ateliers C'est à des visée ateliers. thérapeutique, des Tout à fait. groupes de parole, des ateliers de psychomotricité. Ça La peut être vraiment cuisine, tout un tas de des tas de choses. choses. Vraiment Tai tout un tas de chi. choses. Le but, c'est de réinsérer petit à petit les patients qui ont été fragilisés dans leur vie, forcément, parce que personne n'a envie de vivre des choses pareilles. De pouvoir les réinsérer petit à petit à une forme de sociabilité qui puisse leur convenir, qui ne soit pas trop violente et en même temps qui soit quand même là, parce que Bien le sûr, risque bien là-dedans, sûr. c'est simplement de basculer dans un isolement total. Donc voilà, de ne pas les laisser seuls, d'être toujours en contact et entouré des autres, entouré en fait de pairs, et puis en contact avec des patients qui ont soit vécu la même chose qu'eux, soit quelque chose de différent, mais finalement de pouvoir avoir cet échange entre patients Bien sûr. de leurs expériences, etc. Parfois, c'était aussi un lieu qui leur donnait l'occasion de rejoindre ce qu'on appelle un ESAT, donc un établissement d'aide, enfin de santé et d'aide par le travail. Donc, on les réinsère un petit peu au monde du travail pour qu'ils puissent, C'est top. voilà, faire cette expérience. Parfois, c'est des personnes qui ont eu des jobs Des jobs hyper importants, importants, la des cadres responsabilité, ouais, tout à de fait. boîtes très Il y a de importantes, tout, il y a de etc. Il y a tout. de tout. Tout le monde est concerné. Voilà, effectivement, sur le plan de la santé mentale, je pense que maintenant tout le monde le sait. On est tous concernés à un certain degré, à certains moments de notre vie, par cette potentialité d'un un moment donné vivre un épisode qui peut être compliqué et Bien qui peut sûr. nous faire basculer entre guillemets du côté de la folie. Je dis ça avec des grands guillemets parce que je ne l'entends pas de la même manière que les autres vont l'entendre, mais ce n'est rien de négatif là-dedans, c'est simplement l'expérience humaine qui veut ça, quoi. On a Tout tous à ça fait. à l'intérieur de nous. Alors, c'est très important là ce que tu dis, et on va creuser ça parce que je voudrais que tu expliques bien la différence entre la psychoclinique, sinon personne ne va s'y retrouver. On a reçu des cliniciennes, on a reçu Madame Isabelle Amar Mm. par exemple, qui est clinicienne en libéral et qui était généraliste, ce qui n'est pas le cas d'Ariel. Donc, Ariel, c'est psychopathologie. Quelle différence il y a entre la psychologie clinique et la psychologie pathologie de l'adulte? Tu l'expliques, tu me l'as expliqué Alors, très bien. il n'y a pas de différence notable. En réalité, moi, quand je me présente, je ne dis jamais je suis psychopathologue. C'est pas quelque chose que je dis. Je suis psychologue clinicienne. Je m'occupe des tout venants, c'est-à-dire je suis formée à recevoir tout type de population. Mais c'est vrai que dans mon parcours, j'ai cette spécialité en psychopathologie et on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que la psychopathologie? Est-ce Tout que à c'est la fait. pathologie des psychopathes? Non, ce n'est pas ça. En réalité, c'est l'étude de tous les moments où des troubles qui peuvent être passagers, en fait, s'installent. Donc, par exemple, si vous avez tendance à être triste en ce moment parce que vous traversez un deuil, on va considérer, si ça dure que quelque temps, que votre tristesse est contextuelle, qu'elle arrive maintenant parce qu'il y a cet événement et que, bien sûr, ça vous met en disposition de vivre des choses comme ça. C'est post-traumatique. Mais si ça fait 25 ans que vous êtes dans la tristesse, on va effectivement se poser la question de la pathologie de quelque chose qui s'est installé. Il y a la Donc, chronicité de la maladie. voilà, Ce qu'il y a pas dans exactement. D'accord. Et puis un trouble sans chronicité, du coup, on ne parle pas de maladie ni de Bah non, psychopathologie. c'est On parle logique, ça peut être simplement de ponctuel. troubles. Bien sûr. Donc c'est un petit peu ça la différence. Elle est difficile à saisir, mais c'est ça. En psychologie, on parle en fait d'un continuum. C'est Canguilhem qui le nommait comme ça, d'un continuum entre normal et pathologique. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas déterminer avec exactitude quand est-ce qu'un symptôme, un trouble, un vécu est normal ou quand est-ce qu'il est pathologique. On ne peut pas dire ceci est problématique, ceci Bien est sûr. normal, Ouais. ceci est anormal. Par contre, on peut effectivement jauger à un moment donné, se demander en fonction de la récurrence, du temps que ça dure, des proportions que prennent les choses, de l'impact que ça a sur la personne, sur sa vie privée, sur sa vie professionnelle, sur son entourage. Est-ce que ça le fait souffrir? Est-ce que ça fait souffrir les autres? Très important. Et en fait, ce sont ces questions-là qui vont être déterminantes pour savoir si on a affaire à quelque chose de plutôt pathologique
ou de quelque chose de plus, je déteste ce mot, du coup, le mot de la normalité, dire que Non, tu quelque peux chose dire, est normal, ouais, parce que c'est vrai que je trouve que c'est très subjectif au final, bien mais sûr. oui, quand est-ce que ce n'est pas pathologique? On Tu peux dire peut, ponctuel, non, mais voilà, ponctuel, ça passe. ponctuel, Et transitoire, tu m'avais donné un très très bon exemple qui va vous permettre de vraiment bien comprendre. ouais, On avait parlé des bouffées délirantes. oui. Voilà, ça, c'est un très bon exemple que tout Oui, le monde peut imaginer. oui, mais en même temps, c'est un exemple extrêmement spécifique. Bon, Ça permet de bien on comprendre. peut en parler, mais effectivement, c'est-à-dire que, par exemple, on a en psychiatrie, parfois, on voit arriver des patients qui font ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Peut-être que vous avez vous-même été confronté à ça. La bouffée délirante aiguë, en fait, ça vient d'un seul coup, souvent suite à la consommation de substances, mais ce n'est pas toujours le Pas cas. toujours le cas, mais la Mais majorité quand souvent, même. Oui. souvent. La bouffée délirante aiguë, en fait, on ne peut pas savoir si elle va rester condensée, comme ça, juste une fois, qu'elle va être totalement transitoire, ou si c'est ce qu'on appelle une entrée en maladie. On ne Voilà. peut pas savoir au moment où elle se passe, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est aiguë, parce qu'en fait, c'est un délire qui arrive presque du jour au lendemain, à part si, en fait, on n'a pas vu arriver les premiers signaux de quelque Mais chose. c'est plutôt brutal. Voilà, mais c'est Effectivement, ce plutôt que tu dis, brutal. c'est tout à fait ça. C'est plutôt brutal. Et dans cette bouffée délirante aiguë, au moment où ça se passe, en fait, en tant que professionnel, et on ne peut pas jauger si la personne est en train de s'inscrire dans quelque chose qui va devenir pathologique, si derrière, en fait, on a ce qu'on appelle de la psychose, donc quelque chose plutôt de l'ordre de la schizophrénie, ou peut-être du trouble borderline, comme il est appelé actuellement par le DSM-5. Merci merci les Merci États-Unis. les Américains. Mais donc, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose de transitoire ou si c'est en fait quelque chose de plus sérieux qui est en train Tout à fait. de frapper à la porte tout à coup en disant Tout à fait. coucou, voilà. Donc, Ça, la c'est bouffée quand même délirante aiguë, un très bon exemple. c'est un exemple comprend plus faire. voilà, elle peut n'arriver qu'une seule fois, ne plus jamais se représenter, auquel cas on ne parlera jamais de psychopathologie derrière. Mais si jamais elle se réitère, en fait, là, effectivement, ça va signer la présence Exactement. d'une pathologie plus sérieuse derrière. Et donc, ça va pathologiser, Bien rendre sûr. récurrent quelque chose Exactement. qui C'est aurait le pu terme être... qui me vient voilà. également. Ouais, Dès ouais. que ça commence à être récurrent, ben, on rentre Ouais. dans une pathologie inscrite. Mm. Alors, maintenant, dis-nous plus au quotidien ce que tu fais, toi. Là, on parle de toi et non pas de façon plus générale. Ouais. Ce qui t'occupe tous les jours. Alors, On ce vient qui te voir m'occupe tous les jours. pourquoi? Alors, moi, je me suis installée en libéral il y a 3 ans et je reçois globalement que des adultes. D'accord. J'ai de temps en temps des vieux ados, ce qu'on appelle des ados qui s'apprêtent à rentrer dans l'âge adulte. C'est quoi les vieux ados? Les vieux L'âge, ados, ça c'est les correspond à ados quoi? de 16-17 ans, mais alors parfois j'en ai de 15 ans à peu près qui sont beaucoup plus mûrs, entre guillemets. Bon, en fait, moi, je reçois les adultes. Pourquoi? C'est plutôt pour une question pratique et légale. Alors, parce que de travailler avec des enfants, ça demande d'être dans une capacité de régression soi-même. Ça D'accord. demande d'aimer jouer. Ça demande de la créativité. Non pas que je n'en ai pas, mais je n'en ai pas comme ça. Je suis pas du genre à beaucoup jouer, à inventer un monde imaginaire, etc. Ce qu'il y a de particulier avec l'adulte, c'est effectivement qu'on parle au même niveau. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'aime C'est beaucoup bien, faire. tu sais bien que tu sois lucide Voilà. là-dessus. Oui. Surtout que j'ai des confrères et des consoeurs qui adorent travailler avec les enfants. exactement. Donc autant que chacun fasse ce qu'il aime aussi. Exactement, il faut connaître ses qualités. Et là, on remarquera au passage, comme on le disait récemment avec Marie, également la psychologue criminologue, que le psychologue doit se connaître très bien pour être un bon psychologue. Ce que dit Ariel est très touchant parce qu'elle est créative, mais elle n'est pas à hauteur de ce qu'on attend dans le métier avec les Oui. enfants. Et donc, plus on se connaît et plus on tape juste par rapport à son métier de thérapeute. Donc, je reçois les adultes, je les reçois 4 jours dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, au cabinet. Je suis une psy nomade, je change de cabinet régulièrement. Le lundi, le mardi, je suis dans le 9e. Le mercredi, je suis dans le 14e. Le jeudi, je suis dans le 19e. Je ne sais pas encore quel arrondissement je vais rajouter. Donc, tu bouges beaucoup, c'est bien. J'aime bouger, ça me dynamise aussi dans l'esprit et ça me fait bosser aussi avec des collègues différents, avec d'autres pratiques, etc. Ce qui est très intéressant quand on est en libéral avec une certaine forme d'isolement, on va dire, il faut le dire. Et donc voilà, je suis en consultation privée, les personnes viennent me voir pour des troubles qui peuvent être tout à fait variés. Parfois même, pour être tout à fait sincère, il n'y a pas de trouble du tout. La personne ne se sent pas mal, il n'y a pas de souffrance, mais par contre, il y a une vraie volonté de compréhension de ce qui se passe pour eux. Il y a une volonté de travailler sur eux, d'aller explorer certains aspects de leurs histoires
fort parce qu'en fait, actuellement, ils sont dans de bonnes dispositions. Ils ont les moyens financiers, le temps. Enfin, C'est ce que ils j'allais te demandent, demander. voilà, ils Cette demandent psychologie-là, effectivement à avoir ce travail de. Alors, on ne peut pas vraiment parler de thérapie dans un cas comme ça, parce que non. la thérapie, dans sa forme la plus brute, demande un soin. Il y a quelque chose Oui, il faut qu'il y ait à une souffrance soigner. surtout. Elle suppose en tout cas la souffrance. Voilà, ce qu'il n'y Mais aurait pas toujours. effectivement, parfois, j'ai des demandes de personnes qui veulent simplement avoir un moment pour s'épancher, pour s'intéresser à eux, parce qu'ils ont remarqué aussi que finalement, d'analyser un petit peu les choses dans leur vie, bah, ça leur permettait de s'en saisir, de mieux les orienter Mmh, parfois quand bien ils ont sûr. une capacité de décision et de choix par rapport à ces choses-là. Donc, ça peut être très varié. Voilà, parfois, c'est l'accompagnement de deuil à traverser, de deuil pathologique dans le Ouais, sens où mais ils le ne se font pas depuis très longtemps. voilà, c'est différent. Parfois, c'est une période de rupture, ou alors, et c'est souvent le cas finalement, c'est le moment où la chose n'est plus d'actualité. Ça, c'est Mmh. intéressant parce qu'en psychanalyse, on appelle ça l'après-coup. En fait, présentement, tout va bien, mais ce qui ne va pas, c'est ce qui s'est passé avant et qui continue d'avoir un poids dans la vie de la personne d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il y a une souffrance qui vient un Une peu à souffrance, un retardement. retardement, d'accord, un Voilà. contre-coup, Yes. d'accord, mais alors, juste pour que parce que beaucoup seront concernés même en tant que patients, si ça vous intéresse, il est important que tu m'expliques ça. Est-ce que le fait que cette psychologie, je ne parle pas de ceux qui sont post-traumatiques après un deuil, hein, mais ceux qui veulent mieux se connaître, par Mm. exemple, on va prendre ça, que moi j'appelle en ce moment, et c'est pas du tout péjoratif, mais c'est avec un peu d'humour quand même, de la psychologie de confort, parce qu'on a envie de se connaître mieux, de ça, c'est un luxe quelque part, on pourrait dire aujourd'hui, de pouvoir faire ça. Je Mm. parle quand il n'y a pas de souffrance, hein. Je parle Mhm. quand il n'y a pas de souffrance. Et cette psychologie qui est pourtant nécessaire, est-ce qu'elle est prise en charge comme les autres? Parce qu'il y a eu une prise en charge récente des psychocliniciens, il n'y a pas très Oh longtemps. là, alors Est-ce que ça, faut c'est... pas me lancer là-dessus. Alors, mais il faut qu'on comprenne ça. Alors, il faut qu'on Est-ce que comprenne, alors c'est ça va être remboursé long. dans ces cas-là si... Non, alors de toute façon, actuellement, par rapport au dispositif de remboursement qui a été proposé par l'État, Ouais, moi, je suis obligée de signaler, dans le cadre de notre échange, qu'actuellement, il y a un boycott massif de la d'accord. Voilà, profession. c'est important Donc, qu'on en en parle. réalité, sur les quelques 70 000, je crois, psychologues libéraux qui sont en France, il n'y en a que 8 000 et quelques. Enfin, vous pouvez facilement checker sur le site du gouvernement combien se sont conventionnés réellement pour le D'accord, remboursement. Et je crois qu'il y a eu très peu de réponse de la profession, ok. car les conditions qui étaient proposées, que ce soit pour le professionnel ou pour le patient en face, ne nous conviennent pas. On est contre les choses qui sont proposées actuellement. Elles viennent d'être révisées un petit peu au mieux, mais on a plutôt l'impression que c'est une blague pour essayer d'avoir plus de psy conventionnés qu'autre chose. Donc, il n'y a pas de réelle envie en face de la part du gouvernement de comprendre quelles sont nos conditions de travail sur le terrain, comment est-ce qu'on s'y prend, de quel temps on a besoin financièrement, quelles sont en fait les Oui. contraintes. Et la longueur de la thérapie aussi, ça, ils Oui, sont parce complètement qu'au tout zappés sur cette début, voilà, partie-là. on était limité, il me semble, à 8 séances. Ouais, Moi, personnellement, 8 séances, je fais rien du tout. Je pose le décor, je commence à évoquer certaines choses avec les patients, on commence le travail. 8 séances, c'est le début du travail. ok. Donc, quand on limite les personnes à 8 séances, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc, par rapport à ce conventionnement, c'est simplement pour dire, en réalité, très peu sont les psys qui sont remboursés. Aussi important de dire que les psys n'ont pas attendu après le gouvernement pour, quand ils le peuvent, mettre à jour leurs tarifs en fonction de la personne qui est en demande. Mhm. Parce Ça, que moi, c'est quand j'ai sûr. un étudiant qui vient, que j'ai de la place, que financièrement de mon côté c'est ok, je fais toujours le geste d'aller vers lui dans la Ouais, mesure où je pense que je peux l'accompagner sur son chemin thérapeutique. ok. Et donc je réfléchis toujours à savoir voilà, de comment je peux m'adapter à ses D'accord. moyens, de quoi lui est-il capable, est-ce qu'il D'accord, bosse un c'est petit important. peu, est-ce qu'il se fait de l'argent de poche, etc. Et en fait, on va jauger ensemble le tarif qui va lui convenir. Donc ça demande en fait de faire du cas par cas, mais c'est largement le cas et c'est quand même plutôt répandu dans la profession. Chez beaucoup de mes confrères et consoeurs, c'est des choses dont on parle, donc je le sais. Mhm. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge quelques séances. Et donc, dans ces cas-là, on en profite. Voilà, ça c'est Par pas mal. rapport à la prise en charge financière, il n'y a aucune différence entre le patient qui vient avec une souffrance et le patient qui vient sans souffrance D'accord, particulière. ok. C'est important qu'on le précise, ça, que tout le monde le sache. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'en réalité, les patients qui viennent sans souffrance, c'est rare qu'ils aient, par exemple, ce qu'on appelle un psychologue qui fait des thérapies cognitivo-comportementales. Ouais, Il d'accord. va plutôt aller voir un psychologue qui est d'orientation analytique, donc il s'appuie sur la psychanalyse parce qu'il sait, entre guillemets, instinctivement, que la psychanalyse donne de la place à toutes Oui, ces choses. En, ouais, en thérapie cognitivo-comportementale, on va agir en fonction d'un symptôme. tout à fait. Donc la chose n'a pas lieu d'être à partir du moment où on n'est pas dans ces cadres-là. Mais
En psychanalyse, on considère que quand il y a une demande, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une envie, c'est qu'on cherche quelque chose, il y a une quête qui est à l'œuvre, Bien et donc sûr, il bien faut sûr, qu'on la prenne bien sûr. en compte, et donc elle est accueillie. Voilà, D'accord, de la même vous voyez, il y a façon. plein de petites C'est très écoles intéressant. différentes. Non, mais Ouais, c'est ouais. intéressant, ça veut dire que c'est très ouvert. Il n'y a Oui, pas de c'est très jugement ouvert. préalable. Ça, c'est top. C'est quand même le propre du Oui. psy, c'est d'être très ouvert. Oui, ce qui ne C'est veut d'un pas dire que domaine. les autres qui font des TCC ne sont pas ouverts, Ah hein. non, non, Mais non. c'est pas la même pratique, on n'entend pas forcément les choses de la même manière. D'accord. Et voilà, donc en tout cas, vis-à-vis de la psychanalyse, on considère vraiment n'importe quelle demande pour ce qu'elle est. On ne va D'accord. pas chercher à grader voilà, la Ok. nécessité de la prise en charge, entre guillemets. Ok, donc c'est plus clair. C'est important qu'on creuse ces sujets-là parce qu'on avance et il faut que vous sachiez exactement ce que c'est la pratique au quotidien. Et si vous devez vous aventurer sur la pratique de ce métier, sur l'exercice de ce métier, autant savoir un maximum de choses. On n'est pas là pour faire les choses en surface, ici en tout cas. C'est pas le choix de la chaîne. Alors, tout à l'heure, Ariel nous disait que tu disais que tu avais eu pas ton crush, mais ta vocation s'est déclenchée vers 12 ans, donc c'est très jeune. Du coup, il y a une question qui est évidente, c'est pourquoi tu as fait ça, quoi? Est-ce que tu l'as la réponse aujourd'hui? Pourquoi j'ai fait ça quoi? Eh ben, ce métier de psychologue. Mais en fait, Adulte, pour vous psychopatho, comme répondre, tu veux, il mais... faudrait que je vous parle même de ma vie avant de naître. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement Dans le ventre, compliqué. elle le savait. Non, mais La je maman pense n'est pas vraiment... psychologue, hein? Elle n'est Ah, pas psychologue, ta non, mère. pas du tout. Non, c'est des vastes Ma tante est génétique. psychologue, pas de la même spécialité, mais elle est psychologue également. Et c'est vrai qu'elle y est pour quelque chose là-dedans. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on travaille avec tout notre être, avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, des bribes de choses dont on n'a parfois même pas conscience. Donc, c'est vrai que moi, Mhm. c'est vraiment toute mon âme, tout mon être qui a appelé ce métier quelque part. Vraiment, je me sens exactement à ma place. Mais vous expliquez exactement comment, Alors, pourquoi. Pourquoi tu fais? Pourquoi? Mais parce que, sincèrement, je pense que ça s'est joué dans cette première thérapie là, de mes 12 D'accord, ans. quand tu étais toute petite, Parce pas que toute je me jeune. suis dit, mais sans cette femme, qu'est-ce qui se serait passé? J'en sais rien. Vraiment, il peut y avoir plein de scénarios différents. Mais le fait est qu'elle était là. Mhm. Et que c'est fou de constater à quel point on peut souffrir fort. Et à partir du moment où on sort de cette soliloquie, de cette solitude face à la souffrance, il y a déjà quelque chose qui se passe face à l'autre. Et parfois, ça se passe même avec des infirmiers, Absolument. avec des tout. Voilà, Toujours les c'est soignants, pas ceux que qui la t'écoutent. question du Non, psychologue. tout à fait. C'est la question d'avoir quelqu'un en face qui se place suffisamment proche de vous et en même temps suffisamment à distance de vous pour vous entendre dans ce que vous êtes, sans adhérer complètement. Vous voyez, c'est l'idée un peu du psy qui va pas pleurer avec vous, parce Non, que surtout pas. s'il pleure avec vous, bon, non pas que ça puisse pas se passer certaines Si, ça fois, peut hein, arriver, mais c'est pas... mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on soit vraiment là pour vous et en même temps pas totalement, voilà, pas sur vous. Il y a quelque Absolument, chose pas à la d'une... place de vous. Et c'est la rencontre avec l'autre qui nous met dans cette perspective, qui nous refait faire partie du monde aussi. Bien C'est sûr, ça qui est bien important, sûr. parce que finalement, le regard du psychologue, quand il est bienveillant et que les choses, qu'il y a un feeling, que les choses se passent bien, hein, je dis pas que tous les psys sont absolument extraordinaires et que ça se passe à merveille à chaque fois. En tout cas, pour moi, dans mon expérience, ça s'était très bien passé. Et je pense que cette femme m'a redonné dans sa pratique, pas forcément dans ce qu'elle était humainement, Mhm. parce que je ne la connais pas, en fait. Mhm. C'est ça qui est étonnant aussi. Mais dans sa pratique, dans le regard qu'elle a posé sur moi à ce moment-là, et dans les quelques mots qu'elle a pu prononcer, et dans tout l'espace qu'elle m'a laissé libre pour que moi, je puisse dire ce que j'avais à dire et ressentir ce que j'avais à ressentir, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait de la magie. C'est de la magie relationnelle. Ouais, c'est magnifique. C'est de ce que tu l'énergie dis, ouais. humaine. Ah ouais, c'est magnifique. C'est aussi... Comme une fée. Ouais. On a l'impression que c'est une fée dont tu parles là. Ben, ça a On dirait été qu'il y a une eu un forme coup de baguette fée, magique. ouais, mais ça a duré 2 ans, hein, mais ça s'est pas fait en one shot, mais j'ai trouvé, voilà, j'étais dans ce no man's land, entre guillemets, Mhm. et elle m'en a sorti sans forcément faire quoi que ce soit elle n'est pas intervenue, vous voyez. Oui, mais c'est au contraire, Donc, c'est son métier. c'est ça qui m'a fait envie dans ce Ouais. métier, c'est de me dire, mais finalement, quand on sait, et je sais que je sais faire ça, accorder une certaine forme d'écoute attentive, vraiment Très attentive. voilà, je sais que je peux faire abstraction de moi, pas dans la totalité, parce que c'est important aussi de connaître ses limites, de savoir placer la distance, de dire stop quand il le faut, etc. C'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Moi, quand je me suis inscrite en psycho, je pense que je l'ai beaucoup dit à Laurence à l'époque, mais je disais, j'ai peur parce que je crois que je suis une éponge. Oui, Et ça fait peur, finalement, c'est vrai. non, ça s'apprend de ne plus être
d'être une éponge aussi, c'est quelque chose qui se met en place, qui se travaille comme tout. Absolument, qui se Et donc voilà, construit. petit à petit, on trouve sa place. Mais pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que j'avais envie d'être cette autre qui, à un moment donné, refait rentrer les personnes dans une ronde qui est hyper difficile par moment. Voilà. La vie, Absolument. en fait, il y a des moments où elle est super dure, Où elle laisse des gens sur le bord de la où route, elle hein, laisse ça des c'est gens sur sûr. le bord de la C'est le route. Et problème. ces gens-là, bon, on ne peut pas faire de miracle. Voilà, en fait, le travail, généralement, c'est le patient qui le fait exclusivement à l'aide de la relation avec son psy. Absolument, il s'appuie sur. Mais il s'appuie, mais on ne le fait pas pour lui. Non, mais Mais le fait est qu'il n'est pas seul. Voilà, Le absolument. fait est qu'il n'est pas seul. Et moi, j'avais Absolument. envie d'être cette autre. Et je me sentais capable de l'être. Et c'est très joli ce que Voilà. tu dis, et ça rejoint complètement ce que disait dans un autre podcast Monsieur Patrice Gravreau, qui est psychologue et psychanalyste, et qui disait, on parlait d'empathie avec lui, et il me disait l'empathie, elle est au max du max, mais attention, tu prends pas la place de l'autre, parce que si tu prends la place de l'autre, il n'existe plus. Bah Là, oui. c'est voilà, Oui, c'est puis ça cette crée limite. une dépendance, une Bien emprise sûr, bien sûr. qui est en plus très, très inconsciente, quoi. Bien Donc, sûr. bien sûr, toutes ces choses-là, il faut veiller, mais c'est aussi pour ça qu'on a un dispositif de... Enfin, moi, personnellement, je suis supervisée, je suis en analyse, donc c'est tout un tas de choses, de garde-fous C'est qui vrai. permettent, en fait, de pouvoir replacer les choses assez C'est rapidement. sécurisé Voilà. pour les patients. C'est ça. Sécurisé, c'est C'est sérieux. ça, c'est hyper important. Alors, avant que on passe, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre podcast, et je voudrais lui poser la petite question que j'aime bien avec les jeunes derrière la caméra, mais avant, méchamment, de façon méchamment pragmatique, j'ai quand même demandé à Ariel, parce que ça vous intéresse bien sûr, on s'en sort comment à peu près au niveau salarial quand on est en libéral? Combien de temps on met à monter une patientèle? À partir de quand, après chacun fait ce qu'il veut et attend ce qu'il veut de son salaire. Mais comment on s'en sort et à peu près le timing pour que de l'autre côté de la caméra, ils s'imaginent vraiment ce qui va leur arriver. Alors, mon exemple va peut-être pas être révélateur, mais il est ce qu'il est. Mais donc, personnellement, quand j'ai commencé le libéral, j'ai commencé 1 jour par semaine, c'est-à-dire D'accord. presque rien. Je travaillais de 9h à 16h. J'ai commencé le libéral par nécessité psychique, pas financière. Je pense que C'est-à-dire, C'est-à-dire que mon besoin, c'était d'avoir une pratique qui me convienne, d'être dans quelque chose de bien traitant aussi vis-à-vis de mes patients, d'avoir le temps pour bosser. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, pourquoi est-ce que je ne suis pas en institution aujourd'hui? Parce que j'avais pas envie, dans cette période-là de vie, donc c'était vers 2021, moment du le Covid, Covid, bien où sûr. les choses ont été très compromises dans les institutions, on ne pouvait plus vraiment travailler comme on le voulait. Bon, déjà que c'est parfois déjà pas le cas, mais Ouais, là, ouais, le Covid c'était venait aigu, un c'était petit aigu. peu remettre une couche sur ces choses-là. Et en fait, moi, je ne voyais pas le sens. Je venais d'être maman aussi, ça a beaucoup C'est joué pour fondamental, moi. j'allais t'en parler, oui, je pense que Et en c'est fait, lié. j'avais cette idée que quand on est psy, jeune diplômée à l'époque, qu'on rentre en institution après 5 ans d'études, contrairement à l'idée qu'on peut se faire à l'extérieur, en fait, on se fait pas du tout, on se fait pas du tout une fortune. En fait, on commence au SMIC. Hein, Ouais, on commence au SMIC avec un bac+5, avec des responsabilités de cadre au sein de l'institution et de l'équipe, et puis avec enfin, ce qu'on entend dans les institutions, ce qu'on fait, ce qu'on reçoit, c'est vraiment pas évident. Et en fait, moi, à ce moment-là, bon, je pense qu'il n'y aurait pas eu ma petite fille, peut-être que je ne me serais jamais posé la question, parce que c'est vrai que c'est courant de commencer en se disant, Bien bon, bah, sûr. je vais me faire 5, 6, 7 ans, 8 ans, mon expérience en institution, et puis après, peut-être le libéral. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très répandu. Et je l'ai pensé longtemps. Et puis, en fait, j'ai fini ma soutenance de master, s'est faite enceinte de 8 mois. Oui, bah donc ça Voilà, change la en donne. plein Covid. Donc, quand elle est arrivée, j'avais cette question d'en fait, le temps que je ne passe pas avec ma fille pour travailler, je veux que ce soit un temps qui soit bien utilisé. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui m'anime, qui me passionne. J'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Ça, c'était hyper important pour moi. Du sens vraiment de Oui, moi à de moi. toi Hein. à toi, absolument. Voilà, et puis j'avais pas envie en fait d'être rémunérée 7 € de l'heure. Donc ça c'est Petite précision, absolument. voilà. C'est le Bon, tarif. parfois c'est un peu plus dans le privé, mais bon c'est jamais énormément plus. Et donc j'avais ce truc de pas perdre le temps que je passe pas avec elle et D'où ce choix, de donc. vouloir travailler dignement en fonction de cette vocation et de ce pourquoi je suis venue Ouais, faire à ce hauteur de métier. ce que tu Voilà. avais espéré de ton métier, ce qui est Exactement. logique. Du coup, le libéral
libéral. Le libéral, je l'ai mis en place petit à petit. Ça a été fastidieux, mais je ne m'en suis pas forcément rendu compte parce que je pense que les années d'études avant et toutes ces épreuves m'ont un peu anesthésiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très résiliente. T'es trop anesthésiée ou elles t'ont préparé, je sais pas. Oui, peut-être un peu des deux, mais en fait, j'ai commencé très enthousiaste en me disant ça va le faire, ça va le faire. Bah, Et ça l'a fait. Ça l'a fait, oui. Et donc, c'est vrai que en fait, les premiers mois étaient très ric-rac, mais vraiment catastrophiques. Mais j'étais tellement contente d'y être. De faire ce que tu fais. J'étais tellement fière de voir les gens revenir, d'avoir des retours de patients, d'avoir des collègues parfois qui m'adressent un premier patient. Enfin, c'est touchant. Tout est C'est très très important là-dedans, en fait. Et donc, petit à petit, de tous les 6 mois à peu près, j'ai rajouté un jour de plus. Aujourd'hui, je suis à 4 et je pense que ce sera mon maximum parce que c'est beaucoup. Oui, peut-être C'est parce que beaucoup tu veux conserver une vie d'énergie. de famille Voilà, aussi. c'est beaucoup d'énergie aussi. bien Puis sûr. j'ai pas envie j'ai pas envie de me surcharger. Aujourd'hui, je suis bien, je fonctionne entre guillemets en vitesse de croisière. Je ne reçois pas trop de patients à la journée. J'ai du temps pour eux. Je pense Mhm. qu'ils sentent une vraie disponibilité, une vraie capacité d'écoute. C'est ce qu'ils me disent. Et je n'ai pas envie forcément, voilà, de rentabiliser mon temps. Non, tu as choisi de- l'orfèvrerie. voilà. Tu as choisi Quelque l'orfèvrerie et chose pas la de grande distribution. sur-mesure, entre guillemets. Bien sûr, c'est important. Mais oui, je dirais aujourd'hui, après 3 ans de libéral, même si ça s'est fait par palier, etc., que ça se fait bien, que financièrement, en tout cas, je sais que c'est plus intéressant financièrement que l'institution, mais le financier ne fait pas tout, surtout pas dans ce métier. Mais oui, on peut espérer très bien en vivre sans même être à temps plein. C'est parfait. C'est Voilà. important, c'est important. Après, c'est pas non plus, voilà, on ne devient pas Crésus du tout. Et puis, les charges sont importantes. Il y a tout un aspect du métier, du coup, auquel on n'est absolument pas formé. Mais moi, j'ai découvert la compta, Ah bah, bien sûr, découvert le droit du travail, bien sûr. découvert, en fait, ce que c'est que le foncier, la CFE, les taxes qui nous Bien tombent sûr. dessus alors qu'on les avait pas prévues, de prévoir aussi une certaine trésorerie. Enfin, c'était des choses qui Bah, m'étaient tu grandis, tu apprends complètement l'indépendance, on paye mais c'est l'indépendance. en même temps, ça reste très excitant. Voilà. Et puis, j'ai cette sensation quand je suis dans mes cabinets, peut-être pas tous de la même manière, mais quand même d'être dans une forme de cocon, quelque chose qui m'appartient en partie, que je meuble, dans lequel je laisse mes livres. Enfin, il y a une empreinte dans ces D'accord. lieux-là. Voilà, que j'aime beaucoup. Et puis, il s'y passe tellement de choses chouettes aussi, Mhm. tellement de choses fortes, que j'y suis bien. Et financièrement, je pense que c'est tout à fait faisable, mais c'est vrai que ce qu'il y a de particulier dans le libéral, c'est qu'il y a cette notion d'entrepreneuriat. Absolument. Avec tout l'aléa que ça peut représenter. Un arrêt maladie n'est pas forcément pris en charge, du moins pas de façon conséquente. On pose un jour, on le pose, bah, c'est à nos frais, quoi. On est le patron, donc Bah oui, il c'est n'y a c'est pas, le y a propre pas du de patronat. compensation. Mais en même temps, bah, c'est aussi toute cette liberté-là qui est cool, parce que si j'ai besoin de me reposer un peu, il n'y a rien qui m'empêche la semaine prochaine de ne pas aller bosser Oui, ou de lundi rester ou une demi-journée mardi. avec ta fille, ou Si d'apprendre plus j'en ai tôt. la liberté, si financièrement c'est raisonnable pour moi, je le fais. Bien sûr. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont chouettes, je trouve, à mes yeux. Voilà, mais c'est C'est vrai vrai que ça que l'est. là, tout récemment, une petite activité en institution commence à me manquer. Et puis, je pense que je me sens à nouveau prête à y retourner un petit peu. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, les choses sont pas antinomiques. Moi, Du j'ai tout. les 3 quarts de mes consoeurs qui bossent un temps en institution, un temps en libéral. Ils jonglent comme ça entre les deux. C'est ce qui reste le plus équilibré. Voilà, mais c'est vrai que C'est c'est très passionnant. chouette. Et Ouais. passionnant d'avoir plusieurs casquettes, Oui, entre oui, guillemets. Parce que c'est comme ça qu'on se développe. bien sûr. Si tu y vas, c'est que c'est pas un hasard et vice-versa. C'est ça. On en a besoin. Alors, on arrive à la fin du podcast et je voudrais que tu profites du fait d'avoir plein de jeunes qui t'écoutent derrière la caméra, jeunes et moins jeunes, mais pour ceux qui sont en orientation, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui sur le monde du travail et plus particulièrement ton métier? Fais-toi plaisir là. Oh là là, tellement de choses. Alors, pas de conseils, mais de messages plutôt. Non, mon message à moi, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui vous fait plaisir et de croire. Alors, c'est terrible parce que c'est complètement irrationnel, mais je suis la preuve vivante que parfois, il faut juste y croire. Parce que moi, quand j'ai commencé psycho, tout le monde me disait, et ma mère à la première, tu vas te mordre les doigts. Tu viendras pas pleurer, ma Mon fille. père m'a dit pareil, hein, je te rassure. Et en fait, aujourd'hui, je dis, mais Dieu merci, je n'ai écouté que ma petite voix intérieure qui est une forme d'instinct et en même temps de folie, d'insouciance, de jeunesse, de plein de choses. De Mais c'est passion, cette quand chose même. qui vibre. Il y a Ouais. quelque chose
tu vois, c'est l'élément feu, quoi. Ouais, C'est c'est ça. vraiment c'est une sorte de flamme dans le ventre qui nous dit c'est la bonne voie, c'est la bonne place, C'est c'est la quelque chose tienne. qui te parle, C'est la c'est tienne. pour toi. Après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup changé parce que quand j'étais jeune, je pensais qu'on choisissait un métier, qu'on s'y tenait pour de bon, qu'on bougeait plus ensuite, qu'il fallait surtout pas se tromper en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis alors que j'aime mon métier comme je vous le dis mais à la folie, et je me dis mais la vie est longue et ça c'est chouette, j'espère avoir tout un tas de temps devant moi et il y a plein de choses qui font envie, et quand on a une envie, Absolument. quand il y a quelque chose qui parle et qu'on a la liberté de le faire parce que ça c'est quelque chose d'important, pourquoi pas en fait. Et j'ai l'impression que souvent les gens en fait sont dans la peur, sont crispés parce Oui, que ils se disent mais je vais pas y arriver, c'est bouché, il y a pas de place, il y a déjà trop de postes, il y a déjà trop de demandes, financièrement c'est pas intéressant. Mais en fait, vous savez le nombre de personnes en burn-out que je reçois alors qu'ils gagnent du fric, ils ont à peu près tout ce qu'ils bien, veulent, mais parce que ce qui compte aussi à un moment donné, c'est d'aller apporter une forme de nourriture interne, de bien quelque sûr. chose qui nous porte, qui a du sens pour nous. Et donc c'est ça que j'aimerais dire aux jeunes, Sûr. c'est déjà permettez-vous de faire des erreurs, c'est-à-dire si on parle de cette période du bac où on fait les choix qu'on est censé tenir ensuite, mais vous inquiétez pas, même si vous devez les lâcher, il y a des choses qui vont se profiler. Absolument. Les moments où en fait on est perdu, c'est des moments où on se remet un peu sur notre axe, on fait des bilans, on trouve des pistes, on nous propose parfois. Moi, c'est Laurence qui m'a tiré par la main en me disant viens bosser avec moi, tu vas voir, ça va être cool. Et en fait, toutes ces petites choses-là, c'est des occasions de vie qu'on soupçonne pas forcément, c'est des choses qu'on contrôle pas Mais on toujours. contrôle très peu de choses. Ça, je Voilà, suis très on contente que contrôle tu le très dises. peu de choses. On contrôle très peu de Et choses. il faut rester ouvert et en même temps droit dans ses bottes. C'est ça qui est un petit peu compliqué, je Ouais, trouve. bah non, si tu Mais fonctionnes à l'instinct, c'est ouais, très ouais. faisable. C'est un mot très important qui revient souvent dans les podcasts, hein. Je crois qu'il y a Guillaume Molmy, le gestionnaire de patrimoine, qui nous en a parlé il y a 2 soirs également ici. Il n'a pas arrêté de parler d'instinct alors qu'il a un métier très rationnel. Il disait qu'il fonctionnait à l'instinct pour Et tout. si je peux C'est très rajouter une important. dernière chose, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est arrêter de voir les choses de façon manichéenne. Ça, c'est hyper important parce que je pense qu'en fait, si on se permet de créer quelque chose un petit peu sur mesure, les choses ne s'excluent pas forcément entre elles. C'est vrai. Si vous êtes passionné de violon et qu'en fait, vous avez très envie aussi en parallèle d'avoir un métier, entre guillemets, qui tient la route à vos yeux, parce que vous êtes pour l'instant dans ces enjeux-là, ok, allez vers un métier qui tient la route à vos yeux et surtout ne vous passez pas du violon en Bah, parallèle. bien sûr que Et non. peut-être que petit à petit, si vos envies changent, laissez-vous toujours les portes ouvertes de vous dire si ça change, alors on fera ce qu'il faut pour aller vers quelque chose qui convient mieux au moment où ça se passe. Et du coup, rester flexible toujours dans Bien cette sûr, forme de bien sûr. dynamisme en fait. Pas se mettre de limites Voilà, systématiques pour tout. où les C'est choses, très, en fait, les choses peuvent bouger. très. Moi, je pense que peut-être vers 45-50 ans, j'aurais plus envie de consulter, mais j'aurais Mhm. peut-être envie d'intervenir dans des équipes, j'aurais peut-être envie Ou faire des d'écrire, j'aurais bénisteries peut-être ou envie, écrire, voilà, je ne sais pas. j'aurais peut-être envie de créer quelque chose. Enfin, mais Bien toutes sûr. les portes sont ouvertes et en fait, de les garder ouvertes, ça apporte énormément de soulagement psychique et ça enlève un poids dans les Absolument. choix qu'on fait, Très parce qu'on a important. l'impression que c'est des choix vitaux, absolument drastiques, et en fait c'est pas le cas. C'est-à-dire que on vous demande de prendre une direction, pas forcément de la suivre jusqu'au bout. Absolument. Et donc ça c'est important parce que tout devient expérience et tout s'enrichit. Oui, mais ce que tu Voilà. dis, tu dis on, parce qu'effectivement, c'est ça. Ici, on lutte énormément contre ce que j'appelle le monolithisme. Ouais. Ce que tu dis, on demande à l'enfant de prendre une direction à un moment donné. Il y a plusieurs caps comme ça, à partir même avant la terminale. Mais en fait, on donne un poids psychologique, et ça, on en reparlera dans les autres podcasts, on donne un poids psychologique à ce choix qui est complètement débile. Parce qu'en fait, l'enfant peut changer, comme vient de le dire Ariel, de cap, mais tout au long de sa vie. En France, on est obsédé par le monolithisme. On croit encore qu'une carrière, ça fait 40 ans. Ça peut, toujours, mais ça peut ne pas. Et c'est absolument pas subjectif. Je veux dire, c'est une histoire de choix de vie, d'opportunité, et que tout est recevable. C'est une histoire de ressenti personnel. Le fait de mettre sur chaque choix scolaire d'un enfant le poids psychologique d'une vie, c'est complètement hallucinant. Et moi, ça me choque parce que j'ai entendu toute ma vie des jeunes en souffrir, ou des adultes qui ont fait des jobs qu'ils n'ont jamais aimés et qui étaient malheureux. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a créé cette chaîne, parce que ça me révolte de voir autant de poids psychologique accordé à des choix qui sont ponctuels et qui peuvent être faits et refaits à longueur de vie. Il n'y a rien de définitif. On contrôle très peu de choses et rien n'est définitif. Si on part là-dessus, je pense que les jeunes qui ont des orientations
professionnels et scolaires à faire iront beaucoup mieux. Et c'est cette légèreté-là qu'il faut retrouver dans la vie et se dire qu'une vie professionnelle, c'est pas une carrière spécialement, mais c'est une succession de kiffs. Moi, on en parlera un autre jour. Moi, j'ai eu le plaisir de vivre ça. Et croyez-moi, ça vaut le coup, ça vous fait une belle vie. Et c'est ce que j'entends déjà chez Ariel et je suis ravie parce que tu as quel âge, Ariel? 28 ans. Voilà, 28 ans, elle a déjà tout compris. Voilà. Et c'est ça ce que j'aime Mais tu entendre. sais, juste une dernière chose par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je me souviens très bien de l'année de la L1, d'une véritable crise qui était partagée avec tous mes potes qui étaient partis dans d'autres voies que la mienne. On était en Sciences Po, en histoire, en psycho. Et en fait, on se retrouvait tous autour d'un café le vendredi soir en PLS. Vous connaissez la PLS? En PLS, parce qu'en fait, on se rendait compte de ce tunnel dans lequel on avait été placé depuis la maternelle, c'est-à-dire fonce droit, passe ton bac. Et en fait, derrière, on s'est senti presque étouffé de se dire, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on veut puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter. On ne nous a pas laissé en dehors des sentiers battus savoir qu'est-ce qui tient fort à nos cœurs et qu'est-ce qui nous fait vibrer. En fait, on n'est pas initié à ces choses-là. Et c'est vrai, bon, c'est peut-être regrettable dans une certaine mesure. On va peut-être pas pouvoir refondre tout le système scolaire aujourd'hui et du jour au lendemain. Mais ce qui est important à savoir, c'est, voilà, quel que soit votre âge actuel, etc., c'est aussi cette question, à un moment donné, de se poser à l'intérieur de soi et de se dire, mais qu'est-ce qui me ferait qu'est-ce qu'on envie, veut vraiment, voilà. qu'est-ce qui fait du bien. Et si vous ne savez pas, parce que c'est ça la plus grande souffrance là-dedans. C'est quand on se pose cette question de se dire, mais j'en sais rien. Et ça, c'est douloureux. C'est très douloureux, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaye plein de choses. Eh ben voilà, on essaye, on interview, c'est ce qu'on a dit dans d'autres podcasts. Et puis on peut se faire aider aussi dans ce cadre-là, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent consulter pour ça, parce qu'ils ont besoin de se trouver un peu eux-mêmes et d'aller mettre le doigt sur leurs désirs, alors que toute la vie on leur a dit de les mettre de côté, et en fait, très bonne idée. En fait, il faut les réveiller, quoi. Il y a un moment où il faut y aller. Vous avez des psychologues, vous avez des coachs, vous avez des parents, vous avez des amis de parents, vous avez plein de gens autour de vous, et comme on le dit à chaque fois, interviewez dans votre vie privée, posez des questions aux gens, demandez-leur ce que sont leurs métiers. Et si vous faites ça à partir de l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, vous allez voir, l'orientation professionnelle va se faire toute seule. C'est vraiment très facile. C'est pas la peine d'attendre les conseillères d'orientation qui font leur travail comme elles peuvent, mais c'est pas l'idéal en France. Elles n'ont pas les moyens nécessaires. Voilà, donc on n'est pas là pour faire le procès de ces personnes. Mais effectivement, votre avenir vous appartient. Interviewez, écoutez, découvrez, vous allez voir, ça va filer tout droit et vous vous ferez super plaisir. On va remercier Ariel très chaleureusement d'être venue bosser le week-end, le dimanche soir. Je crois qu'elle a envie de dîner, là, il est tard, elle a faim et on a froid. T'as peut-être un verbe à nous confier avant qu'on s'en aille, ton verbe prioritaire dans ta vie, ce serait ressentir. Ressentir, voilà. C'est joli comme tout et ça résume bien. Je vous souhaite de ressentir plein de belles choses dans votre vie. Je remercie encore Ariel pour sa gentillesse et son passage ce week-end. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast. À bientôt. Ciao.